Romain, je te laisse la main. Dis-nous pourquoi, en dehors sur ce mois de juin des impôts qui ont été à déclarer, on doit également déclarer nos copilotes. Du coup, je vais ouvrir mon ordi. C'est rare, hein. Souvent C'est je rare, fais ça. ça à la one again, mais non, en vrai, là, Alors c'est ça, on commence par les news vrac. c'est ça. Parce qu'en fait, il y a de la date surtout et des dates qui sont importantes. Parce que des choses dont on a parfois déjà parlé, c'est juste pour avoir 1500 Non, on va faire vite. Déjà, il y a un sujet dont on parle depuis un moment qui était d'avoir un peu plus tout ce qui est dans la gestion du cycle de vie applicatif. Il y a beaucoup de news. Et surtout la partie contrôle de source, qui est vraiment vitale pour la Power Platform pour travailler à plusieurs, partager, faire du Fusion Team, du Fusion Dev ou tout simplement en suivre. Et donc, en public preview, on a l'intégration Git. Voilà. Donc, Bravo. Vous nous rejoignez. ça y est, Bravo. la cour des grands, on est des Bienvenue. adultes. Bienvenue. Voilà. Et voilà, ça ouvre beaucoup de portes, surtout que ça soit les pratiques de Fusion Team, faire travailler un citizen dev avec un pro dev, donc ça implique le versionning, etc. Et donc c'est ma deuxième news, c'est que qui dit Git, mais même si c'est une autre news, mais qui est elle pour juin déjà, avant 2024, c'est deux news différentes, on a le fait qu'on peut voir en mode code source intégral les applications Power Platform en YAML. Ce n'est plus une boîte noire. C'est ça. Mais ça veut aussi dire que du coup, si tu cumules les deux news, tu as donc Git et l'intégralité du code source. Donc là, ça ouvre des portes folles. Donc ça veut dire que tu peux complètement maintenant développer du low-code. Exactement. Est-ce que c'est pas la... C'est un peu Inception le truc. Non, mais par contre, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors, tu m'as dit de ne pas rebondir trop Pas sur les trop, news même vrac, petit peu quand mais même. ça m'intéresse quand même. Oui, parce que c'est totalement ce dont je vais parler après. Tu pars d'une Comme par hasard. philosophie. C'est ça, tu pars d'une philosophie qui est pure low-code, un peu, je sais pas trop ce qui se passe derrière, mais ça marche quand on est citizen dev, etc. On sait que, forcément, depuis le temps, tu as eu les besoins de gouvernance, industrialisation, On en sécurité, a parlé ici, etc. ouais. On en a souvent parlé. Et là, en fait, tu reviens dans un principe où si tu es un peu dev, tu peux complètement développer des apps low-code. Est-ce que c'est pas un non-sens, Romain? Mais en fait, faut rappeler, comme on l'a eu, ce que je rappellerai toujours, la Power Platform et le low-code, c'est pas le nouveau PHP qu'on rajoute dans la boîte à outils d'une DSI. Le low-code, si ça n'a pas marché il y a 20 ans et que ça marche aujourd'hui, c'est parce qu'on ne va pas multiplier par 5 la taille des DSI. Voilà. Donc, le low-code, le no-code... C'est pas pour faire plus de dev, c'est ça. C'est juste pour justement répondre à plus de besoins plus vite, autrement en faisant fusionner les équipes métiers et les équipes tech. Alors, du coup, et on à a besoin de ces outils. À l'inverse, ça sert à quoi de voir le code? Ça sert justement pour le vrai futur, c'est pas aujourd'hui en termes de maturité. Voir le code, en vrai. Non, mais aujourd'hui en termes de maturité, beaucoup d'entreprises en sont à on est en train de monter des centres d'excellence où j'ai un ensemble de développeurs et un plateau dev qui fait du low code. Mais ça, c'est pour monter en maturité. Ouais. La vraie cible, c'est d'avoir les citizen dev, les citizen makers et les gens qui travaillent main dans la main avec les développeurs. Sauf que pour faire ça de façon en total trust, il faut que le développeur puisse comprendre ce que fait le citizen. Et honnêtement, un développeur comprend beaucoup plus vite des lignes de code que juste à devoir regarder des écrans. Et donc ça, c'est un vrai plus. Les citizens vont pouvoir travailler en low-code et les pro-devs, en un claquement de doigts, sécuriser les applis, intervenir sur ce qui ne fonctionnerait pas derrière et jouer leur rôle d'expertise. Et justement, ce rôle d'expertise, c'est la prochaine news, qui a été quelque chose dont on avait parlé de la public preview et qui arrive en GA en juillet, donc GA General Availability, donc c'est dispo. C'est le fait de travailler directement en Power Platform avec des procédures stockées SQL. Et donc, parce qu'avant, ça paraît pas fou, mais en vrai. Alors, en vrai, ça suit la logique. Ok, soit. Parce qu'avant, on est obligé de faire des appels, des connecteurs, des machins. C'est lent, c'est compliqué, personne n'y comprend. Enfin, si, dev, mais voilà. Là, en fait, ton pro-dev qui doit se concentrer sur la partie expertise va pouvoir faire toute la partie data, affichage ou traitement métier, mais avec un taux de réponse instantané, immédiat. Et en fait, avec des procédures stockées, ça veut dire aussi que les gens de la data vont plus paniquer quand on leur demande « Salut, je peux avoir accès à telle table, à tel machin ?» On revient aux vraies pratiques de développement propre qui sont « Mon DBA doit me faire des proc stocks. Moi, le développeur, j'utilise les proc stocks. » Donc là, c'est l'intégration de ta vision low-code dans un SI qui a d'autres pratiques et qui a des chemins plus rapides. Et du coup, l'idée n'est pas d'être low-code sur toute la chaîne, mais là où tu as de la valeur ajoutée, et notamment côté data, c'est plus facile à un moment d'aller faire une requête SQL. Et le reste, on est un peu plus léger dans les deux news, mais moi je les trouve fun, surtout la dernière. La première, c'est que, alors on se rappelle à la build, on a dit qu'on allait créer des copilotes dans SharePoint. Là, maintenant, on va faire des Power Automate dans Excel. Okay, je l'avais pas vu venir, celle-là. Je l'avais pas vu venir. Excel va tout faire. Pardon, je vais rire un peu fort, mais oui. Exactement. On va avoir l'automatisation de tâches de travail. Du coup
créer des flux, des approbations, des demandes, vérifier des contenus de cases. En fait, tu vas dans ton Excel et puis tu cumules à ça avec les petites news qui vont arriver aussi côté Excel qui sont sur Copilot et l'IA. Donc notamment là, exemple par rapport à ce que tu viens de dire, Excel qui est souvent utilisé comme masque de saisie de données, pourra aujourd'hui, là où on mettait comment ça s'appelle ? Publipostage ? Non, du VBA avant pour masquer les champs, mettre des règles, des mots de passe ou des trucs. Maintenant, aujourd'hui, tu pourras avoir un petit flux Power Automate qui viendra, lui, jouer ce rôle-là. Entre autres. En fait, tu vas avoir même des templates préfaits. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le no-code, là. On y revient, avec des templates pour exécuter des tâches que tu ferais dans Power Automate. Donc, de la lecture de données dans d'autres fichiers, dans d'autres sources. Et c'est quoi ? C'est un widget façon Power BI ou c'est à droite c'est dans le ruban. Dans le ruban, complètement natif. Et ça pousse mon rêve que la Power Platform soit aussi naturelle que le back-office un jour. Oui. Voilà. Potentiellement, enfin, Power Automate peut être intégré un peu partout dans Excel ne mourra jamais. Et la dernière qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qu'on va avoir cette intégration Power Automate dans les réunions Teams. Quand tu vas créer une réunion dans ton Teams ou dans ton Outlook, tu vas pouvoir y attacher des Power Automate qui se déclenchent avec, pendant et après la réunion. Donc, genre, dès que Kevin parle, ça coupe son micro. Comme ça, tu vas pas... Peut-être pas tout de suite. C'est des questions ouvertes. Plus de 30 secondes. Voilà. Mais tu vas, par exemple, quand tu... Scénario, formation, envoie du questionnaire de satisfaction automatique à 55 minutes. Envoyer le compte-rendu de ta réunion à la fin, qui a été généré par Copilot. Ça, c'est intéressant. Envoie des comptes rendus générés par Copilot Studio au passage. Enfin, par Copilot 365, pardon, le petit lapsus. D'accord, donc c'est amener des call to action en fin de réunion. Ça va ou pendant, ou avant, ou après. Et tu peux les prévoir et les automatiser et les attacher à tes réunions ou réunions récurrentes. Ça peut être flux en amont. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Ouais. Donc ça, je pense qu'on va... Et ça, en plus, c'est un peu arrivé de nulle part, parce que je ne vous parle pas d'une public preview. C'est techniquement, ce mois-ci, en GA. Voilà, bonjour, merci. On a rien demandé, mais c'est une sorte d'intégration, mais tu auras toujours ton flux à développer en amont. C'est juste que maintenant, tu pourras l'appeler et du coup, avec un petite question pour qu'on comprenne bien, c'est développé demain par les équipes low-code de leur côté et intégré dans Teams, ou c'est l'équipe Teams qui a accès au workflow Power Automate? C'est la réunion, tu vas avoir un bouton « Ajouter un Power Automate ». D'accord, donc c'est le créateur de la réunion, l'administrateur, qui va pouvoir, lui, faire son petit flux de workflow. Avec ses templates, etc. Et est-ce qu'on peut capitaliser sur des workflows déjà faits? Est-ce qu'il y a une bibliothèque un peu de... Techniquement, oui, puisque dès que tu te retrouves dans la partie Power Automate, tu as toujours accès aux templates, etc. Donc l'idée derrière, il faut que l'entreprise mette à disposition des workflows. On parlait celui des formations, des comptes rendus. J'ai même envie de dire, pourquoi pas envisager qu'une entreprise, par défaut, abonne un workflow qui, 5 minutes avant la fin de chaque réunion, rappelle aux gens qu'il faut vérifier les actions. Que peut-être que 20 minutes avant la fin d'une réunion, il faut toujours vérifier que la to-do est checkée. Pourquoi pas lancer des actions, parce qu'on a un connecteur Copilot. Donc pourquoi pas lancer des actions d'IA. Des prompts déjà. Lancer des IA et des actions d'IA sur toutes les réunions en cours. Autre question, Romain, est-ce que ton workflow, je ne sais pas si tu as la réponse, mais pourrait afficher de la notif Teams justement pour le rappel avant réunion, comme tu sais, les 5 minutes qui s'affichent? Moi, j'y vois aucun inconvénient. Maintenant, il faut voir en pratique. Techniquement, c'est ma question, c'est de dire, est-ce que tu penses qu'on influera Teams pour dire, tiens, pensez à faire cette action sous forme de petite notif, comme le rappel des 5 minutes? Moi, j'y vois pas de blocage. Par contre, c'est vrai que là, j'ai encore une inconnue, parce que je ne l'ai pas testé personnellement. Est-ce qu'il attend que la réunion démarre pour fonctionner? Est-ce que c'est juste un timer qui attend? Ou est-ce que le fait qu'il est attaché à cette réunion, c'est plutôt un élément de contexte? Ce que je ne sais pas, c'est si le point de départ, c'est la réunion, le fait que la réunion démarre, mon workflow marche, ou si le workflow, c'est lui le point de départ qui a en pièce jointe la réunion. Ça, je ne sais pas encore, mais on le saura pour une prochaine fois. On va tester. Sur les news, c'était... Et maintenant, mon vrai sujet. Alors, donc sur les news, on a fait le tour. Si on petit récap de tes news néanmoins importantes, c'est vrai pour le coup. Donc c'est la partie versionning, GitHub, versionning, accès au code source. L'accès au code source, l'intégration de Power Automate dans Excel pour faire des masques, des templates, etc. Et dans les réunions. Donc c'est le nouveau VBA, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Et l'intégration de Power Automate dans les réunions de Teams, où là on voit pas mal tout de suite de... Et la GA des Procstock. Donc pas mal de choses en effet. Voilà. Pendant plusieurs mois, on a senti Romain un peu en manque de petites news comme ça. Là, il est arrivé avec son petit sac, son panier, et en disant j'ai plein de choses à vous partager. De news. Exactement. Donc c'était ton moment. J'ai fait le tri dans les 437 pages de news. Exactement. La news principale, du coup, on s'est dit il est temps de déclarer vos copilots. Qu'est-ce qu'on entend par cette jolie phrase? Et c'est surtout pour faire le lien avec ton sujet à toi après. C'est que en fait, un sujet dont on ne parle pas trop, c'est s'appelle les déclaratives Copilot. En fait,
il y a un sujet qui est, on a Copilot 365, qui en entreprise est un grand généraliste capable de parler de tous les sujets, de tout ce qui se passe et d'accéder à tout dans l'entreprise. On a parlé ici qu'on pouvait faire du Copilot Studio qui, associé à un prompt, pouvait se déclencher dans un Copilot 365. Donc voilà, identifier des situations dans lesquelles on va au-delà d'un Copilot 365, j'appelle des workflows, j'appelle des sujets, je regarde des bibliothèques en particulier. Donc la partie déclarative, elle, pour un peu la vulgariser, et donc une petite image que j'ai prévu en fait de vous montrer et de vous afficher, c'est que globalement, ce déclaratif, c'est qu'on va pouvoir personnaliser et customiser en reposant sur l'orchestrateur de chatbot. On a un orchestrateur dans Microsoft 365. Voilà. Et donc, dans cet orchestrateur, on va pouvoir personnaliser de plein de façons, via les chatbots Teams, via Copilot 365, via Copilot Studio, via tous les sujets d'IA. On peut rentrer dans cet orchestrateur et celui-là, on va pouvoir mettre à disposition, selon des personas, des chatbots privés. Sauf que la différence qu'il y a, c'est qu'avant, on parlait de Copilot 365, qui, dans un certain cas de prompt, appelait un Copilot Studio. Soyons francs, c'est des sujets qu'on discute avec Microsoft. Quand Copilot Studio répond, il n'a pas le même niveau de réponse qu'un Copilot 365 pour la simple et bonne raison que même si c'est le même moteur derrière, ils n'ont pas le même contexte, les mêmes volumes d'informations. Donc on avait un différentiel. Là, ce que nous dit Déclarative, c'est qu'on va avoir la puissance de personnalisation d'un Copilot Studio. Je vulgarise beaucoup, mais globalement, l'idée, c'est la puissance de personnalisation d'un Copilot Studio, même si on peut faire d'autres avec du Teams, donc des workflows, des connecteurs, connecter à des données, utiliser de l'OpenAI, utiliser du Mistral, ce que je veux en fait, et tout ce que vous allez raconter vous derrière, et sauf que celui qui cause, celui qui fait toute la partie LLM, etc., c'est Copilot 365. Okay. Et donc, et en personnalisé, et surtout, les gens qui l'ont déjà utilisé, quand vous lancez... Il encapsule l'ensemble, mais il reste l'agent conversationnel principal. Et du coup, il templétise même, parce que quand vous lancez, les gens qui ont déjà lancé un Copilot 365, vous arrivez sur cette page de conversation avec des petits carrés qui sont des exemples. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut prévoir, donc l'exemple que je mettais dans l'image, c'était justement des cas de support, des cas d'IT, de Customer Services, et en fait, du coup, on va dire, tes cas les plus fréquents, c'est ça, clique ici pour démarrer la conversation. Et alors, pour qu'on comprenne bien, c'est un nouveau produit, une interface... C'est une feature qui permet de faire plus de choses, c'est pas un nouveau produit. C'est une nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité comme celle de faire des plugins, comme celle de faire des generative action dont on a parlé dans des vidéos dédiées. C'est juste un outil de plus dans l'écosystème. Dans Copilot Studio. Dans tout. Dans tout. En fait, c'est l'orchestrateur des chatbots. Je vulgarise fortement. Oui. C'est l'orchestrateur des chatbots de Microsoft 365 qui rajoute cette possibilité-là. Ça n'enlève pas tout ce que j'ai dit avant, les plugins Copilot Studio ou ça. On continue à le faire. Tout ça existe en parallèle, mais c'est juste... C'est une intégration plus fine entre... Plus discrète entre le LLM présent derrière, du coup, Copilot 365, qui est celui un peu qu'on reconnaît comme le chapeau, le généraliste aujourd'hui, et tout ce qu'il actionnera derrière, c'est ça? Parce que justement, tu vas lui mettre un contexte documentaire particulier et un contexte de plugin et de workflow. On parlait par exemple du Customer Services. Ça veut dire que c'est un salarié qui a accès à toutes les informations des fiches clients. Si tu te dis c'est quelque chose que j'enrichis dans Copilot 365, tu prends le risque qu'un prompt passe dans les mailles du filet et donne des informations clients à un de tes salariés. Là, ce que tu fais, tu crées donc un Copilot, un mini petit frère à Copilot 365 qui fonctionne exactement pareil du point de vue IHM, sauf que tu ne vas l'autoriser, le déployer qu'à ton Customer Services. Et lui, quand il va travailler là-dedans, il va faire Copilot 365 plus, en façon cachée, interaction avec ton SAP, interaction avec ton SRM et action à l'intérieur. Et en plus, tu as un côté un petit peu, le mot un peu cybersécu, c'est-à-dire que tu es sûr et certain qu'il n'y a que les bonnes personnes qui accèdent aux bonnes données. Enfin, de ma position externe, j'essaye de comprendre. Ce que tu me dis aussi, c'est qu'on avait déjà la possibilité de faire des bots différents, c'est le principe de Copilot Studio, intégré dans Teams, mais avec des noms différents, avec du coup des personnalités différentes complètement, parce que tout le Copilot Studio. Là, je vais rester en front sur mon Copilot M365 principal, qui par contre me connaîtra personnellement parce que c'est que moi j'ai accès à mon contexte, Customer Service, et du coup appellera une spécialisation sans pour autant aller dans un autre bot. Exactement. C'est ça, je viens de comprendre. Voilà, ce qui n'enlève pas la possibilité de faire du métabot avec du Copilot Studio, mais même lui-même, il y a toute cette orchestration. On est sur l'orchestrateur, donc Semantic Index, éventuellement Semantic Search, si tu l'as derrière, qui n'est pas déployé encore chez tout le monde, c'est la différence. Et surtout, cette personnalisation de contexte, là où un Copilot 365 va construire une réflexion
sur l'intégralité de ton tenant, là, tu vas pouvoir la cibler tu vas pouvoir vraiment la cibler. Et en termes de plugin, d'accès aux données, d'échange, de scénario, et c'est ça qui est super cool, parce que ça nous ouvre le petit truc qui, j'étais encore il y a 2 semaines... Qui donne plus de valeur. Déjà, à Copilot M365, je trouve, sur l'ultra personnalisation possible derrière, sans pour autant casser l'expérience de ce bot que tu as dans tout ton écosystème. C'est ça. Et des visions qu'avait partagé Microsoft l'année dernière, déjà, en fait, tout le long de la build, c'était la promesse ultime de Copilot M365. Et moi, j'attends ce qu'on a vu à la build, c'est que Copilot ne soit plus un agent que tu viens appeler. On l'a vu, ils l'ont montré que c'est un collègue qui participe aux réunions avec toi. Et ça veut dire qu'au lieu d'avoir ton propre Copilot 365 qui est unique par salarié, c'est qu'en fait, ils deviennent un salarié. Moi, je le renommerai en Skynet tout de suite. Mais voilà. D'un point de vue gouvernance, il peut être infernal. Bon, en tout cas, c'était un bon sujet. On va passer parce qu'on y reviendra un petit peu à la fin. En tout cas, il y a des parallèles intéressants avec ce qui se joue côté Azure aujourd'hui et GenAI au global, on va dire, avec les AutoGen. Mais du coup, super sujet, en effet. C'est le lien avec AutoGen. C'est ce qu'on appelle du coup les copilotes déclaratifs. C'est ça. Déclaratif copilot. C'est ça. Donc, on l'a compris, une feature, une intégration plus fine entre notre copilot principal M365 et toute la personnalisation qu'on peut faire derrière par persona de l'écosystème Microsoft.